MRTT Phénix. Ce nouveau géant d'acier concentré de technologie est le dernier né de l'armée de l'air. Il est aussi le plus grand. Avec son envergure de 60 mètres, ce nouvel avion ravitailleur est capable de transporter jusqu'à 110 tonnes de carburant. C'est 20% de plus que ses prédécesseurs, comme les célèbres mais vieillissants C-135. L'arrivée de son remplaçant est le fruit d'une volonté politique de modernisation des forces, réaffirmée par la ministre des Armées Florence Parly en septembre 2018. Tournée vers la mission essentielle de la dissuasion, les capacités d'emport hors du commun permettent à ce nouveau transporteur multirôle européen d'assurer des missions de ravitaillement, mais également de transport de troupes et d'évacuation sanitaire. À terme, il remplacera à lui seul 4 types d'avions spécialisés. Construits sur la base d'un Airbus A330, les 15 Phénix prévus pour la France vont décupler dans les prochaines années les capacités d'action de l'armée de l'air. Une réelle révolution au sein de l'armée de l'air. Elle va nous faire changer de monde. Certains l'attendaient même comme le Messie. C'est vraiment une renaissance. Et une renaissance pour aller plus loin. Encore plus performant, encore plus fiable. Il est extrêmement imposant. Hors norme, c'est vraiment un gros porteur. On a la chance de participer à cette aventure. Le symbole de cette coopération européenne réussie. Mais derrière l'arrivée de ce nouveau fleuron technologique, c'est toute une armée qui s'est mobilisée. Les pilotes se sont formés, les opérateurs de ravitaillement en vol se sont adaptés, des ingénieurs ont innové, des conducteurs de travaux ont bâti. Tous ont relevé le défi du Phénix, le nouveau ravitailleur de pointe. Retafe en Espagne. L'histoire du Phénix commence ici. C'est sur ce site qu'Airbus convertit ses avions civils A330 en avions militaires. Tout droit sortis de la chaîne d'assemblage civil de Toulouse, les aéronefs changent de peau. Dans un premier temps, ils sont mis à nu. Tout le confort et superflu de la gamme civile y sont enlevés. Sont apportées ensuite les modifications structurelles. C'est à cette phase que l'avion devient un ravitailleur. Les éléments de livraison de kérosène y sont ajoutés comme cette perche télescopique d'1,5 tonne pouvant atteindre les 17 mètres. Les systèmes électriques y sont ensuite installés, puis raccordés avant les tests finaux. Entre son arrivée et sa sortie d'usine, il faut compter 8 mois et près de 200 personnes pour transformer l'avion civil en avion militaire. Devenu Phénix, l'avion civil A330 est à présent capable de délivrer entre 1 à 2 tonnes de carburant par minute. Il peut à présent ravitailler 2 chasseurs simultanément en quelques minutes. Le MRTT est le seul avion au monde avec ces capacités. Par exemple, il a 111 tonnes de combustible, ce qui est 20% de plus que la compétition. Il a plus de passagers, plus de charges utiles, il a une meilleure configuration médicale, il a tout en plus que ses compétiteurs. Si cet aéronef a su supplanter ses concurrents, c'est aussi le fruit de compétences et savoir-faire mis en commun. Cet avion n'est pas uniquement espagnol ou français, il est avant tout européen. Les pièces qui composent l'avion viennent du monde entier. Mais nous avons aussi beaucoup de fournisseurs en Europe. Par exemple, la perche est entièrement fabriquée en Espagne. Le système de vision 3D est fabriqué en Allemagne. Les radios sont fabriquées par Thales en France. Et les nacelles sous les ailes sont fabriquées au Royaume-Uni. Cet A330 est assemblé à Toulouse, en France, à partir de composants qui viennent principalement des 4 grands coopérants du consortium Airbus, donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Et sa conversion est réalisée ici à Retafe en Espagne. Et à la fin, c'est un avion Airbus qui est livré, un avion européen. Le fait d'avoir ce vecteur partagé entre toutes les nations qui a été fait par un industriel européen, et derrière nous facilite grandement la collaboration au niveau européen, au niveau des nations européennes, des forces armées européennes. Si la possibilité de certains pays qui sont, on va dire, en amont de cette Europe de la défense qu'il faut encore créer, possèdent au moins le même appareil, le même matériel, c'est vrai que ça rend beaucoup plus facile les opérations futures, des opérations à l'extérieur. Avoir un avion de dernière génération est une chose, mais encore faut-il savoir le dompter. Et c'est ici à Séville, à 500 km de Retafe, à l'International Training Center, que sont formés les premiers pilotes et opérateurs de ravitaillement en vol français. Tous ont fait carrière sur C-135.
À présent, ils doivent appréhender le Phénix, un avion à l'ergonomie radicalement différente. En clair, ils ne viennent pas ici pour apprendre à piloter ni pour apprendre à ravitailler. Ils viennent ici pour se former aux nouvelles procédures qu'implique la maîtrise de ce nouvel avion. Ici, nous sommes dans une salle de briefing. Donc chaque session de simulateur débute par une phase de briefing qui explique les objectifs pédagogiques de la session qui va venir avec les différentes étapes du vol fictif qui vont se produire dans le sim. Ces pilotes sont en formation depuis 3 mois. Tous sont des aviateurs chevronnés. Ils viennent du CEAM, le Centre d'expertise aérienne militaire. Ce centre a notamment pour vocation de tester tout nouvel équipement qui entre dans les forces aériennes. Là, qu'est-ce que vous allez faire là? Là, nous allons attaquer notre séance de simulateur. Donc à l'issue du briefing, nous montons ici dans le simulateur du Phénix. Le lieutenant-colonel Eric, par exemple, est l'un des premiers pilotes à se former ici pour maîtriser le Phénix. La formation est extrêmement dense, puisque l'avion en lui-même, beaucoup de systèmes à appréhender, beaucoup de procédures nouvelles pour nous qui venons d'un avion d'ancienne génération. La difficulté, justement, est cette remise en question permanente. Nous savons piloter, nous avions acquis des réflexes sur le KC-135 qu'il nous faut aujourd'hui non pas abandonner mais changer pour une nouvelle méthode d'apprentissage de façon à maîtriser ce nouvel appareil qui est le MRTT. Dans ce simulateur, la cabine du Phénix est reconstituée à l'identique. Pendant 3 mois, le lieutenant-colonel Eric a dû faire face au pire scénario. La formation effectivement se termine à la fin de la semaine. Nous avons transpiré souvent dans ce simulateur puisque chaque session de simulateur comporte un nombre important de pannes, notamment de pannes les plus graves. Toutes les informations que l'avion nous transmet permettent d'avoir une bonne situation de l'environnement aérien dans lequel on évolue et nous permet dans ce cas de panne de prendre la décision la plus appropriée et la plus sûre pour l'avion, son équipage, mais également pour l'environnement. La panne sur laquelle nous avons le plus transpiré serait effectivement l'extinction des 2 moteurs en vol. Et comment vous avez pu le gérer? En appliquant uniquement la méthode de travail inculquée ici au centre de formation. Et je ne vous la décris pas, mais ça marche. Voilà, celle-là m'a pris de court. Dans ces phases d'apprentissage, l'industriel est également à l'écoute des besoins spécifiques français. L'échange et le retour d'expérience sont cruciaux. À terme, l'armée de l'air formera ses propres pilotes. Oui. La perspective de l'armée de l'air et du Phénix, c'est d'acquérir une autonomie totale. Donc, dans un premier temps, nous externalisons pour les pilotes la formation sur le simulateur à Séville. Ensuite, nous faisons progressivement l'acquisition de simulateurs. Et au final, en 2023, l'armée de l'air aura acquis une autonomie totale de formation et nous serons capables d'entretenir les compétences d'un pool d'environ 500-600 personnes annuellement. Parmi toutes ces personnes formées, un métier va être profondément bouleversé par l'arrivée du Phénix dans les forces. Celui de l'opérateur de ravitaillement en vol, l'ORV. Le major Pierrick est l'un d'entre eux. On a une petite équipe de 3 instructeurs ici, qui sont tous opérateurs de ravitaillement en vol sur C-135. Et donc ce sont ces gens qui nous forment de fort belle manière depuis maintenant, qui nous suivent depuis quelques mois, et grâce auxquels on a pu acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre de notre nouvel avion. Formé en 2018 sur cette nouvelle interface, il revient tous les 3 mois à Séville pour maintenir ses compétences. C'est un entraîneur aux procédures, c'est-à-dire qu'il nous permet de nous entraîner à la gestion des pannes, et ça sur un matériel moderne qu'est l'avion. Contrairement à ce qu'on faisait avant sur C-135, on ne peut pas les simuler en vol, ces pannes. Donc on a besoin d'un entraîneur spécifique. Ça, c'est l'entraîneur générique que nous propose actuellement Airbus Defence and Space, et c'est sur ce matériel-là que nous avons été formés. Et nous avons commandé l'équivalent amélioré et surtout qui correspond parfaitement à nos besoins, pour lequel nous participons également au développement. En octobre 2019, l'armée de l'air sera dotée de ce simulateur plus spécifique. Faisant partie des premiers opérateurs de ravitaillement en vol sur Phénix, le major Pierrick sera amené à former la nouvelle génération d'opérateurs ravitailleurs français.
Quand on regarde ne serait-ce que très physiquement, très basiquement, comment un boomer faisait son travail sur un KC-135 et comment un boomer va faire son travail sur un MRTT, sur le Phénix, il est clair qu'à tous les niveaux, le travail est complètement différent. À présent, il se retrouve en cockpit à côté de l'équipe de pilotage et il peut opérer son ravitaillement grâce à des caméras et des systèmes de visualisation 3D. Donc on a vraiment fait un saut technologique absolument remarquable. Entrée. Contact. On va écouter que là en fait. L'ORV est le symbole du ravitaillement en vol. Allongé à l'arrière du C-135, il est celui qui permet aux Mirage puis aux Rafales des forces aériennes stratégiques de voler plus longtemps. Depuis leur création, en 1964, elles sont chargées de l'emploi des armes nucléaires au sein de l'armée de l'air. Ces dissuasions, le général de Gaulle veut en faire le garant de l'indépendance nationale. Dans un climat de guerre froide, il fait accélérer le programme atomique français. Une nouvelle expérience vient d'être menée à bien sur le polygone d'essai de Reagan. Les techniciens du commissariat à l'énergie atomique ont mis au point un nouveau dispositif nucléaire destiné à compléter les renseignements techniques précédemment acquis. La première bombe explose le 13 février 1960 à Reagan, en Algérie. Pour garantir une allonge stratégique suffisante à ses chasseurs, la France a besoin de ravitailleurs. Seuls les KC-135 du constructeur américain Boeing semblent à l'époque répondre aux besoins de l'armée de l'air, celui d'aller plus loin et partout. 12 avions sont alors commandés. Hier au Koweït, en Yougoslavie, en Afghanistan, et aujourd'hui au Mali et en Irak, depuis un demi-siècle, les C-135 ont été de toutes les opérations. Nos avions ravitailleurs actuels sont très âgés. La disponibilité de ces avions s'en ressent. Le coût à l'heure de vol est de facto plus important. Donc il fallait à terme remplacer cette flotte pour éviter toute rupture capacitaire sur la mission essentielle qui est la dissuasion. L'outil MRTT est fait pour la dissuasion nucléaire. Et si vous n'avez pas de ravitailleur qui peut accompagner le Rafale, votre mission, elle n'ira pas très loin. C'est-à-dire qu'effectivement, là-dessus, il fallait vraiment trouver un successeur au KC et C-135. Le MRTT Phénix est vraiment l'outil, on va dire, obligatoire pour une force aérienne stratégique. Sa mission prioritaire, c'est de contribuer à la dissuasion. Donc on a effectivement intégré des équipements spécifiques à la dissuasion et on s'est attaché à bien étudier la résilience de l'avion dans des conditions particulières. La base aérienne d'Istres, l'antre des C-135, sera également celui du Phénix. Il rejoint le sud de la France à sa sortie des usines d'Airbus. Et c'est ici, au centre d'expertise aérienne militaire plus précisément, que nous retrouvons le lieutenant-colonel Éric. Après sa formation sur simulateur à Séville, il s'agit maintenant de passer de la théorie à la pratique avec les vols d'expérimentation pour se préparer aux premières missions. L'objectif du vol est un vol de familiarisation et d'adaptation en ligne. Si vous préférez, à l'issue de la QT, on avait une formation généraliste sur l'avion. Et les vols que nous faisons ici consistent à nous apprendre déjà à conforter les connaissances que nous avons eues lors de la phase à Séville. Et ensuite d'adapter et de nous apprendre des procédures qui sont spécifiques à l'escadron ici. Aujourd'hui, il va voler sur le premier Phénix livré à la France. Avant chaque départ existe un rituel immuable, le tour avion. Il permet de vérifier l'état général de l'aéronef. Mais ce jour est un peu particulier. Après avoir piloté 15 ans sur C-135, il va aujourd'hui prendre en main le Phénix. Ça fait quelque chose parce que les dimensions de l'avion n'ont rien à voir avec son prédécesseur. Le prédécesseur, c'est un avion qui faisait 40 mètres par 40. Là, on est sur déjà un engin de 60 mètres par 60 avec des portes à 5 mètres 50 de haut. Les dimensions sont vraiment spectaculaires et c'est vraiment une grande fierté personnelle. Ça fait quelque chose. Le tour avion est conforme, rien à signaler. Ce vol sera également inhabituel pour lui. Le lieutenant-colonel Éric sera copilote et sa mission sera facilitée par le nouveau système de préparation de mission spécialement développé pour la France.
Ce concentré de données et d'informations permet à l'équipage d'être moins sollicité par la gestion de l'appareil et de se consacrer davantage à la réussite des opérations. Le but de la mission d'aujourd'hui est donc d'appliquer les procédures spécifiques à la 330 MRTT et également il s'agit pour le copilote de s'entraîner à l'amélioration de sa technicité de pilotage. Comme vous pouvez le constater, cette aéronef de nouvelle génération est équipée de nombreux automatismes et cela prend un certain temps avant de pouvoir maîtriser parfaitement l'ensemble de ces automatismes. La 330 MRTT est un avion bien plus moderne que le C-135 ou même que la 340 ou la 310. Donc globalement, cet avion dispose d'automatismes plus importants, ce qui nous permet généralement, d'ailleurs par rapport à un C-135, de passer d'un équipage à 4 à un équipage à 3 en mission de ravitaillement en vol. L'armée française a des exigences très importantes, très précises, très bien définies, très cohérentes, auxquelles on s'est attaché à répondre. Elles sont particulièrement autour des systèmes de préparation de mission. Pas moins de 6 versions logicielles ont été nécessaires pour arriver au système de préparation de mission tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc cela vous montre la persévérance dont il a fallu faire preuve pour pouvoir aboutir à un produit complètement satisfaisant. Pour la mise en service opérationnel de l'avion, les équipages de l'armée de l'air sont accompagnés d'ingénieurs de la Direction générale de l'armement. Reconnaissables à leur combinaison orange, ils apportent leur expertise sur des systèmes sur lesquels ils travaillent depuis plusieurs années. Le vol du jour a un objectif bien précis. Tester la liaison 16 qui permet de connecter différents avions entre eux lors d'un vol. L'ingénieur Justine va s'assurer de la bonne transmission des données entre le Phénix, la station au sol et les Rafales. Alors on s'est coupé des autres pour les laisser tranquilles de travailler. Aujourd'hui, on a eu une utilité sur le vol parce que en fait, donc la fonction L16 sur MRTT et sur ravitailleur de manière générale est nouvelle. Donc les opérateurs actuellement sont assez nouveaux en liaison 16. Donc nous, on est ici pour leur montrer comment ça marche, apporter leur support et vérifier que leur système fonctionne bien. Donc là, c'était la première fois en fait qu'une mise en réseau a été faite au sein de l'armée de l'air. Donc là, on a vérifié que cette mise en réseau s'est bien passée. On a rencontré différents problèmes qu'on connaissait pas, qu'on a pu aider à résoudre. Et donc voilà, un rôle de soutien et d'accompagnement grâce à l'expertise qu'on a pu bâtir au travers de tout le développement et de la qualification de l'avion. J'ai bien reçu un machine receipt de votre part. Mais je n'ai pas reçu de Wilco. Je ne sais pas si vous devez faire le Wilco. On n'a pas reçu dans l'avion, donc je pense que c'est à cause de l'implémentation du MRTT. A priori, il n'y a pas de restriction pour en recevoir un autre. On est en train de voir l'implémentation là pour savoir quels ordres on peut faire en détail. D'un point de vue des capacités technologiques, avec le Phénix, c'est comme si vous passiez en quelque sorte de la 3G à la 5G. Hein. Donc au niveau des communications, on a une quarantaine d'antennes, une dizaine de moyens de communication, avec des liaisons satellites qui offrent des portées encore inégalées. Pour la première fois, l'équipage va pouvoir avoir en cockpit la situation tactique et être capable de s'échanger des informations avec les autres aéronefs. C'est quand même révolutionnaire. En étroite collaboration avec l'armée de l'air et les industriels, les ingénieurs de la DGA sont les architectes de ce programme d'envergure. De la phase préliminaire du programme au développement technique et jusqu'à la livraison, 3 ans et demi se sont écoulés. Ces experts ont été de toutes les étapes. Ils ont également été les premiers à prendre en main le Phénix. Pendant plusieurs mois, ils ont poussé la machine dans ses derniers retranchements pour s'assurer que l'aéronef réponde aux attentes spécifiques de la France. Dans le jargon de ces spécialistes, on appelle cela la phase de qualification. Une des phases les plus emblématiques, c'était d'ailleurs une des premières campagnes de qualification qu'on a fait. En fait, on a dû qualifier la fonction de ravitaillement en vol de l'avion. Et donc pour ceci, on a fait 2 semaines entières de campagne avec des Mirages et des Rafales. À la fois pour tester les systèmes carburant au sol, donc juste brancher un Rafale ou un Mirage derrière le MRTT au sol pour vérifier les pressions de carburant, mais aussi effectuer des vols d'essai. On a effectué 5 vols d'essai, de jour, de nuit, pour vérifier que le MRTT était capable en toute sécurité de ravitailler nos Mirages et nos Rafales et que les nouveaux systèmes de visualisation qui avaient été mis dans l'avion fonctionnaient correctement. 35, c'est le passage approuvé. Pour réaliser tous ces tests, la DGA est capable de créer un environnement de simulation lorsque l'avion est en vol. L'objectif est de relever les fausses notes pour les corriger et ainsi avoir un avion le plus performant possible.
toujours, on fait un retour d'expérience sur ce qui s'est bien passé, mal passé. On va aussi avoir une série d'enregistrements qui vont être faits ici, des paramètres qui sont testés en vol. Donc ensemble, on va réaliser l'exploitation de ces paramètres. Donc le travail, il continue bien après le vol, ensemble, et jusqu'à la rédaction, par exemple, d'un rapport d'essai, qui est le document final, qui va permettre de caractériser ce qui a été testé, réussi ou pas, en vol. Au-delà du volet technique, industriel et opérationnel, d'autres entités ont dû relever le défi du Phénix. Avec l'arrivée de ce nouvel avion ravitailleur, le service des essences des armées a dû lui aussi innover. En se dotant de ce nouveau camion déjà présent dans les grands aéroports internationaux, le SEA est à présent capable de faire le plein du Phénix en seulement 40 minutes contre plus d'1 heure actuellement. Mais innover ne suffit pas pour un programme de cette envergure. Il faut aussi bâtir. Avec la mise en place des 15 avions Phénix MRTT, le SEA a été obligé d'augmenter ses capacités pour pallier à l'accroissement de l'activité de la base aérienne 125 d'Istres. Donc nous avons augmenté nos capacités de 4000 m3 en créant de toutes pièces un nouveau dépôt pétrolier. Le carburant sera directement acheminé sous le tarmac par pipeline. Depuis 4 ans, les opérateurs du service des essences des armées travaillent sur la base pour stocker plus de carburant et le distribuer plus rapidement. À l'image de ce dépôt pétrolier en cours de construction, c'est toute la base qui a changé de visage. Le défi d'infrastructure est immense. Depuis 7 ans, les ingénieurs du service d'infrastructure de la Défense ont imaginé et construit le futur de la base d'Istres. C'est 22 000 m² de locaux qui ont déjà vu le jour. Le plus emblématique d'entre eux, le hangar de maintenance du Phénix. Il se présente sous la forme d'un carré de 90 mètres de côté et de 32 mètres de hauteur. Il comporte également quelques équipements spécifiques, tels que les docks suspendus, qui permettront aux équipes de maintenance de l'armée de l'air d'intervenir au plus près de l'avion. L'ouvrage en lui-même est également une prouesse sur les plans techniques. Mené en seulement 15 mois, il a mobilisé une centaine d'entreprises représentant l'ensemble des corps d'État de la construction. Si le premier hangar est achevé, les travaux sont loin d'être terminés. Hangar de maintenance, bâtiment de commandement, centre de formation, nouveau parking avion. D'ici 2023, la base d'Istres va continuer à grandir. Actuellement, elle voit transiter 10 000 passagers par an. Avec les 15 Phénix prévus pour la France, ce rapport devrait être multiplié par 10 et atteindre les 100 000 passagers dans 5 ans. Le Phénix a déjà tout changé parce que dès le premier jour, il a commencé ses vols à partir d'infrastructures qui ont poussé en moins d'1 an. Cet avion va servir des opérations interarmées. C'est pour aller sur les théâtres d'opérations extérieures. On rentre vraiment dans une nouvelle ère des opérations aériennes. On augmente la longe, on augmente les capacités de projection. Avion multirôle par excellence, comme le Rafale avant lui, le Phénix va progressivement remplacer plusieurs flottes spécialisées. Celle de ravitaillement, incarnée par les C-135, et l'autre dédiée au transport de personnel et de fret. La France disposera à terme d'un parc unique d'avions gros porteurs polyvalents aux capacités d'emport, de ravitaillement et d'allonge démultipliées. Bien sûr, il est un ravitailleur, mais en même temps, il ne remplacera pas que ces 135 et ces KC-135, il va remplacer aussi la flotte de l'Estérel, comme on l'appelle, c'est-à-dire les A310 et les A340, qui sont, eux, destinés à transporter du personnel. Un appareil qui peut être aussi à vocation sanitaire, et ça, c'est évidemment très important. 19 avions, globalement, vont être remplacés par une flotte de 15 Phénix. Et globalement, c'est surtout une capacité à pouvoir faire quasiment tout en même temps. Vous allez avoir votre fret en soute inférieure, vos passagers en soute supérieure, passagers ou configuration médicalisée, et puis une capacité de ravitaillement en vol avec 2 pods et un boom. L'armée de terre est une chancinouille finalement, parce que l'armée de l'air va lui proposer à la fois la 400M, lui proposera aussi la 330 200 version Phénix, donc aussi, qui pourra emmener jusqu'à 271 personnels avec équipement pour remplir les futures missions d'opération extérieure. Avec le Phénix, la France entre un peu plus dans une ère de polyvalence et de haute technicité. Avion multirôle par excellence, complémentaire au Rafale et à l'A400M, le Phénix permet un bond opérationnel et technologique. À peine livré,
il a déjà fait ses preuves lors de ses premiers engagements opérationnels. Avec le Phénix, les armées font ainsi le choix de la puissance et de la longévité.